C'est un tremblement de terre politique au Chili. Le candidat ouvertement pinochetiste José Antonio Cast a été élu président 35 ans après la fin de la dictature. Bonjour Olivier Compagnon. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et membre de l'Institut universitaire de France. Quels sont les résultats de cette élection? Alors ils sont entièrement consolidés à l'heure actuelle. En gros, José Antonio Cast 58%, Janet Jara 42%. Donc c'est une victoire extrêmement large pour le candidat qui effectivement incarne une extrême droite, puisqu'il y a une droite encore plus radicale que la sienne qui s'est ralliée à lui, d'ailleurs, et dans une certaine mesure, un certain vertige, à la fois par rapport à la séquence politique qui s'était ouverte en 2019 et où on avait l'impression que la demande du peuple chilien, c'était plutôt d'avoir de l'État social, de l'interventionnisme, et puis aussi un vertige à l'échelle des 50 dernières années quand on voit le spectre de la dictature ressurgir. Alors, on va en reparler. Juste sur la question donc de l'élection. Sur cette élection, il y a eu un changement de modalité du vote. Alors, effectivement, c'est la première élection présidentielle avec un vote obligatoire. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait 8 millions de votants au second tour en 2021. Nous avons eu 13 millions et demi de votants. Donc, en fait, en gros, on a 5 millions de nouveaux électeurs qui sont apparus. Et concrètement, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont voté à l'extrême droite. Pour dire les choses un peu plus précisément, Janet Jara, elle fait en gros 1 million de voix de plus que Boric, qui avait gagné en 2021, mais Cast double son score. Cast avait fait 3,6 millions de voix, donc perdant 44% en 2021. Là, il fait 7,2 millions de voix. Donc ça nous dit une chose très intéressante, effectivement, c'est quand on va chercher par le vote obligatoire des gens qui, depuis très longtemps, étaient désintéressés de la politique et ne se déplaçaient plus vers les urnes, une majorité d'entre eux votent à droite ou à l'extrême droite. Alors maintenant, il faut comprendre, Olivier Compagnon, pourquoi ils ont voté à l'extrême droite. Vous dites qu'il y avait un parti plus à droite. Qu'est-ce qui distinguait le parti de José Antonio Cast de l'extrême droite, de l'ultra-droite, je ne sais pas comment la nommer? Alors, on a beaucoup dit que le premier tour, donc il y a 3 semaines, avait été une primaire de la droite. On avait, d'une part, la droite conservatrice traditionnelle chilienne, mais issue elle-même déjà de la dictature et de l'histoire de la dictature, Evelyne Matei, qui s'est relativement écroulée puisqu'elle a fait 12%. On avait Cast qui arrive au second tour et on avait, à sa droite, une sorte de Milei chilien qui s'appelle Johannes Kaiser et qui effectivement développait comme Milei toute une série de propositions libertariennes, destruction radicale de l'État, etc. Il y avait un point commun, cela dit, entre ces droites, et c'est pour ça que c'est aussi un très beau laboratoire de l'union des droites à l'heure actuelle, c'était qu'au fond, ils ont tous fait campagne sur le binôme sécurité-migration, qui a effectivement été la grande question qui a occupé les 6 derniers mois de l'actualité politique au Chili. Pourquoi grande question? Est-ce qu'il y a un problème d'insécurité au Chili? Oui et non. Les chiffres de l'insécurité, de la délinquance ont augmenté à l'échelle des 10 dernières années, mais ont tendance à baisser depuis peu, grâce d'ailleurs à toute une série d'actions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement Boric. Aujourd'hui, quand on compare le Chili au reste de la région, en fait, c'est un pays très sûr. La moyenne d'homicides dans la région latino-américaine aujourd'hui, c'est 20 homicides pour 100 000 habitants. On a des pays comme l'Équateur, c'est 38 homicides pour 100 000 habitants. Le Chili, c'est 6. La France, c'est 1,5, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, effectivement, des choses ont changé. Les formes de la Oui, violence ont les choses ont changé. beaucoup changé, puisque l'Équateur était, par exemple, un pays relativement Alors, pacifique. les formes de la violence ont beaucoup changé parce qu'on sait que une bonne partie de ces homicides sont liés à des groupes mafieux transnationaux liés au trafic de drogue, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, comme en France aussi, dans une certaine mesure. Ce qui est, et donc, ça a fait émerger dans la société chilienne des formes de violence assez inédites, des formes de brutalité, mutilation, enlèvement, séquestration, enfin, etc., etc. Et ça a évidemment beaucoup marqué l'opinion. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'un lien presque mécanique a été fait entre l'émergence de ces nouvelles formes de violence et le contexte migratoire qui, par ailleurs, est très important. C'est l'afflux massif, au Chili comme ailleurs, de très nombreux Vénézuéliens, sans que ce lien soit parfaitement démontré. Ce sont des grands cartels, d'abord, qui exercent la violence. L'immigration est une notion qui a beaucoup pesé dans l'élection.
Alors, ça a été, là encore, hein, avec le binôme sécurité, avec un lien de cause à effet qui reste très largement à démontrer. Effectivement, hein, le Chili accueille en ce moment entre 750 000 et 800 000 Vénézuéliens, notamment, plus des migrants originaires d'autres pays, souvent des pays voisins, avec une part d'immigrants qui sont aujourd'hui clandestins. Et par exemple, l'une des propositions de Caste, c'est je renvoie très rapidement, et là on a du Trump dans le texte en quelque sorte, entre 300 et 350 000 de ces migrants vénézuéliens, ce qui accessoirement est pratiquement infaisable. Il n'empêche que ça a été la grande question. Et sur les autres points qui pouvaient aujourd'hui traverser la société chilienne, Caste s'est très peu exprimé. On dit beaucoup qu'il a fait une non-campagne. Il n'a pas ressorti ses vieilles marottes, son opposition au mariage des couples de même sexe, son opposition radicale à l'avortement, même en cas de viol, etc. Il n'a pas ressorti tout ça, il a fait une sorte de non-campagne uniquement fondée sur cette question migratoire sécuritaire. Comment peut-on être pinochetiste qui conserve au Chili, je ne sais pas, un bon souvenir de Pinochet, sachant aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui, j'imagine, ont voté Caste alors qu'ils n'ont jamais connu Pinochet. Alors d'abord, vous avez raison en termes de sociologie électorale. Hein, dès le premier tour, on le voyait. Caste, c'est d'abord un vote de jeunes, plus précisément d'hommes jeunes. Et là, on retrouve d'hommes jeunes craignant des formes de déclassement, observant notamment le contexte économique pas terrible des dernières années. Et là, on retrouve des données qui s'appliquent totalement au vote Trump, par exemple, la dernière fois. Alors, comment peut-on être pinochetiste? Il y a toujours eu, hein, dans la société chilienne, une nostalgie de ces années-là. Pas une nostalgie du terrorisme d'État, mais une nostalgie de la prospérité. Hein, Est-ce que le pays était prospère sous alors, Pinochet? vous savez que le Chili, ça a été le berceau de la révolution néolibérale, et en dépit d'un certain nombre de crises, notamment au début des années 80, quand on regarde la trajectoire de temps long en termes de croissance du PIB, par exemple, du pays, indéniablement, c'est un pays qui a connu une très grande croissance au cours des 50 dernières années. Évidemment, on ne peut pas dire ça sans préciser immédiatement que c'est aussi l'un des pays les plus inégalitaires du monde aujourd'hui, et que c'est le prix à payer de cette croissance. Le Chili, c'était le jaguar de l'Amérique latine, hein, dans les années 90-2000, c'était le lieu, justement, hein, où le modèle néolibéral semblait montrer toute son efficience, et dans le même temps, c'est une société qui est ultra polarisée. Donc la nostalgie, dans une certaine mesure, elle vient de là, mais elle vient aussi d'autre chose. Ça, c'est une idée à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est qu'on n'a pas, ou du moins on a très peu jugé les responsables de la dictature. Et ça, je crois que c'est un élément assez important pour expliquer que ces formes de nostalgie puissent ressurgir périodiquement, et que là, effectivement, elles se cristallisent avec l'élection de quelqu'un qui estime, et le dit très clairement, que le coup d'État de 73, dont je rappelle quand même que c'est l'effondrement d'une démocratie ou d'un régime, l'unité populaire issue de la souveraineté populaire, que ce coup d'État, au fond, était légitime. Et alors là, toujours à ce sujet, est-ce que ça signifie, par exemple, qu'Allende, qui, en France, pour beaucoup de gens, passe pour un martyr, est-ce que Allende est oublié? Est-ce qu'au contraire, son bilan est noirci? Alors, évidemment, ça dépend des générations. Hein. Quand on observait les résultats du premier tour des élections, il y a 3 semaines, on voyait que le critère générationnel était très important, et que beaucoup de gens qui avaient voté Jara étaient plutôt des Donc gens... la candidate de gauche. De la coalition progressiste, étaient plutôt des gens plus âgés qui avaient une mémoire de la dictature, et peut-être même de l'unité populaire. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on a vu en 2023, où l'on commémorait le 50e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973, émerger un véritable révisionnisme historique, une relecture du coup d'État. Alors, il avait toujours existé, ce révisionnisme, au sein de l'extrême droite, en quelque sorte. Il était minoritaire dans le discours public, et on l'a vu émerger de manière beaucoup plus forte, avec l'idée selon laquelle, au fond, ce coup d'État était devenu inévitable. Alors, les vieilles questions qu'on connaît sur l'unité populaire, les gens ne pouvaient plus manger, il y avait des queues dans tous les magasins, il fallait absolument intervenir. Bon, on sait pourquoi il y avait des queues dans les magasins, c'est qu'il y avait des grèves de camionneurs qui étaient financées par la CIA. Bon, voilà, on peut relire tout cela d'un point de vue d'historien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un discours révisionniste qui s'est conformé depuis plusieurs années au Chili comme ailleurs,
puisque ce sont des choses qu'on a parfaitement observées, par exemple, dans le Brésil de Bolsonaro, il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire que, parce que donc le pinochétisme, ça n'était pas seulement une politique économique, c'était aussi une répression sanglante. Est-ce que vous pensez que les Chiliens sont prêts à ça, que cet aspect-là des choses a été gommé, oublié? Alors, je ne suis pas certain qu'on soit encore dans le temps du terrorisme d'État qui était très lié à l'obsession anticommuniste des militaires latino-américains. L'une des grandes questions qui se posent, c'est est-ce que l'administration Cast va, par exemple, entrer dans des formes de violation de l'état de droit comme on peut en observer aujourd'hui dans le Salvador de Nayib Bukele, hein, où on a au Salvador quelqu'un qui est arrivé à peu près sur les mêmes thèmes, hein, pas tellement la migration, mais en tout cas la question de l'insécurité, et dont on sait qu'en l'espace de quelques mois, il a littéralement éteint l'état de droit, notamment en emprisonnant des dizaines de milliers de Salvadoriens de manière extrajudiciaire. Est-ce que ça peut arriver au Chili? Personnellement, j'en doute, parce que c'est un pays qui a aussi quand même une longue tradition démocratique, qu'on a d'ailleurs très bien vu hier soir, avec le coup de fil immédiat de Boric à Cast, avec les félicitations apportées à Jara. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse avoir un schéma à la salvadorienne. En revanche, il est probable effectivement qu'on va retrouver des formes d'expression de l'autorité de l'État très radicales. Cast est une personnalité flamboyante comme Bukele? Ah, pas du tout. Absolument pas. C'est plutôt quelqu'un d'extrêmement terne, et d'autant plus que, je vous dis, il a fait relativement peu campagne. Alors, Cast, bon, voilà, on insiste beaucoup. C'est le fils d'un ancien nazi. Moi, j'aime pas trop insister là-dessus, parce que je crois qu'on n'est pas responsable des engagements de son père ou de sa mère. En revanche... Ou de ses enfants. Ou de ses enfants, effectivement. En revanche, ce qui est certain, c'est que, voilà, il a toujours exprimé un soutien tout à fait explicite à ce qu'avait été la dictature. Son frère a été un ministre de Pinochet. C'est un catholique ultra conservateur, 9 enfants, une certaine idée hyper traditionnelle de la famille, dans un pays, par exemple, qui, de ce point de vue-là, a connu de nombreuses transformations avec un féminisme hyper puissant. Donc il est aussi probable qu'on va voir, à l'installation de Cast en mars prochain, des mouvements sociaux réapparaître. Merci beaucoup Olivier Compagnon, historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut des hautes études d'Amérique latine.